Ouest France. Dans un instant, Tom Benoît, philosophe et essayiste sur ce plateau. Bonjour Tom Benoît, nous recevons Michel Onfray, philosophe et essayiste. Vous êtes vous-même jeune philosophe et essayiste de 27 ans. Vous êtes directeur de la rédaction de la revue qui va naître dans quelques semaines, Géostratégie. Et vous allez interviewer à nos côtés Michel Onfray ce matin. Absolument, Michel Onfray, que j'ai rencontré il y a quelques semaines déjà, quelques mois, pour une émission de philosophie que nous avons constituée ensemble. Alors j'ai une question à vous poser à propos de la fin de l'hégémonie occidentale qui est tant redoutée. L'issue paraît fatale en tout cas, lorsqu'on écoute Michel Onfray, lorsqu'on lit Michel Onfray, Michel Houellebecq également, avec qui vous avez mené un entretien. Selon vous, Michel Onfray, sur les mois à venir, durant les années à venir, est-ce que nous allons assister à un regain de corrélation, pour ainsi dire, ou à une nouvelle corrélation entre la richesse d'un État et la détention de ressources naturelles par ce même État, ou plutôt à l'élaboration d'un nouvel échiquier de domination? Jusqu'à présent, l'échiquier de domination nous portait vainqueurs, occidentaux. Qu'en sera-t-il demain ? Vous avez parlé de l'Occident, il faut éclairer le concept, parce que je pense qu'il y a deux Occidents. Il y a un vieil Occident qui s'effondre, c'est la France et l'Europe, ça c'est un monde ancien. Mais il y a un autre Occident qui est le monde judéo-chrétien sur la totalité de la planète. Si on élargit cette Europe, on voit bien qu'on a beaucoup de choses en commun avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande, avec les États-Unis, avec le Canada, par exemple. Et si c'est fini pour nous, l'Europe, ce que je pense, ça n'est pas fini pour les États-Unis. Et vous savez aussi que les États-Unis, c'est un mouvement de la côte Est vers la côte Ouest. C'est-à-dire que quand les migrants de l'époque, les Européens, d'une certaine manière, arrivent sur cette côte, y compris les Vikings, quand ils arrivent il y a 1000 ans, eh bien, ils s'installent et puis ils poussent les populations autochtones et ils détruisent les Indiens qui sont là. Et ils arrivent sur la côte Ouest, puis après, il n'y a plus rien. Et je pense que l'avenir de l'Occident, il est là-bas. C'est-à-dire côte ouest, il est à San Francisco, il est à Los Angeles, il n'est plus à Paris, et il n'est sûrement pas en Europe. Et que quelque chose se passe là-bas, qu'on appelle le transhumanisme, et que nous sommes très à la traîne. J'entendais il y a quelque temps Bruno Le Maire nous dire qu'il faudrait que nous soyons en pointe sur la question de l'ordinateur quantique. Pour être à la pointe du quantique, il faudrait déjà qu'on ait des ordinateurs. On n'a pas un ordinateur français, on n'a pas non plus un ordinateur européen. Donc il y a un moment donné où il faut arrêter de croire qu'on peut être grand et puissant. On ne l'est plus, parce qu'on ne s'en est pas donné les moyens. Il n'y a pas non plus de Google français ni de Google européen. Bien sûr. C'est-à-dire le moteur de recherche qui permet l'accès. Absolument. Et ces moteurs de recherche existent, mais ils ont aussi du pouvoir. Ils ont un pouvoir. Parce que vous savez très bien que quelqu'un comme Obama, par exemple, s'est fait élire avec les algorithmes. Et on sait aussi qu'Emmanuel Macron s'est aussi fait élire avec des algorithmes. C'est-à-dire qu'on cible des gens, on va chercher des gens. C'est pour ça, parfois, on dit, mais Macron, il dit en même temps, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit une chose, puis il a dit autre chose. Sauf qu'il segmente, il s'adresse à des gens, et in fine, tout le monde a entendu ce qu'il avait voulu entendre, et on récupère les voix. Donc on sait aujourd'hui que les GAFAM, Google, etc., Apple, disposent d'un pouvoir sur les corps, les cœurs et les âmes. Et que, évidemment, ça se passe sur la côte ouest des États-Unis et plus en Europe occidentale. Alors, par rapport à l'Europe, justement, dans ce dernier entretien avec Michel Houellebecq, vous précisez que vous n'étiez pas farouchement opposé à l'idée de l'Europe. Mais non. Comme territoire, on ne peut pas l'être, en tout cas, puisqu'il y a une Europe économique et une Europe territoriale qui représente un territoire géographique. Quelle est l'Europe dans l'absolu qui pourrait toucher grâce à vos yeux, à votre esprit ? Il y a un élément de langage qui est celui de ceux que j'appelle les maastrichtiens, c'est-à-dire ceux qui ont voulu une espèce d'Europe fédérale dans laquelle on dilue les nations pour fabriquer une espèce de nouvel État. Trop grande ? Non, ça pourrait se faire aussi. Moi, je ne pense pas que cette Europe, elle nécessitait la destruction des peuples, des langues, des cultures, des traditions. Donc je suis contre cette Europe maastrichtienne. Et ces gens nous disent, si vous êtes contre l'Europe maastrichtienne, c'est que vous êtes contre l'Europe. C'est évidemment un abus de langage. Je ne connais personne, moi, qui soit contre l'Europe. Personne. C'est-à-dire, on peut être contre l'Europe de Maastricht, mais on peut être pour une Europe, et je réponds directement à votre question, gaullienne. C'est-à-dire de l'Atlantique à l'Oural. Eussions-nous fait cette Europe de l'Atlantique à l'Oural avec un personnage qui est récemment mort et qui s'appelait Gorbatchev, et alors que lui, il a demandé cette Europe de l'Atlantique à l'Oural, on lui a dit... Trop petit, mon ami. Tu t'es effondré, c'est terminé. On va mettre Eltsine à la place. Après, vous avez eu le FMI. Et puis, on a vu ce qui s'est passé en Russie. Et on a humilié la Russie jusqu'à ce qu'elle revienne, comme on le sait aujourd'hui, retour du refoulé. Et on n'a pas fait cette Europe-là, de l'Atlantique à l'Oural. On vous dit aujourd'hui, il y a une Europe maastrichtienne, elle est formidable. L'Ukraine dit, nous, on veut ça. On veut la possibilité de faire comme vous, de vivre comme vous. Est-ce qu'elle n'est pas culturelle plutôt à ce moment-là? Est-ce que l'Ukraine ne le fait pas culturellement parce qu'ils veulent se sentir proches de nous? Probablement, absolument, parce que l'Ukraine ne voulait pas de l'Europe il y a quelques années encore, en 2014. Bien sûr. L'Ukraine refusait.
alors que la Russie voulait de l'Europe. Et la Russie C'est-à-dire que voulait nous de avons l'Europe. refusé à Absolument. Poutine. On oublie que Poutine a voulu faire partie de cette Europe-là et qu'on lui dit à lui aussi. Mais alors à ce propos justement par rapport à Poutine, Michel Onfray, j'aimerais avoir votre avis d'une façon un petit peu plus précise et catégorique. Je peux préciser en préambule que je me suis rendu en Ukraine, j'ai rencontré Volodymyr Zelensky avec vous, Cyril Viguier, avec nos confrères de la presse régionale également pour TV5 Monde. Il est évident, après avoir discuté avec des Ukrainiennes et des Ukrainiens, que c'est un peuple qui ne veut pas être affilié de près ou de loin à la Russie. C'est une chose dont on peut s'apercevoir assez facilement lorsqu'on est en Ukraine. Pour autant, est-ce que vous considérez qu'il y a une once de légitimité, si je puis dire, dans les fondements du combat qui est mené par Vladimir Poutine ? Ah oui, je pensais que vous alliez dire Zelensky. Moi, je pense que les combats culturels peuvent se mener, qu'il a tort, Poutine, de mener ce combat, mais qu'on a toujours raison de mener des combats culturels. Mais il ne peut pas le faire lui-même, sa personnalité, ce qui est dit de lui. On ne le fait pas avec des missiles. Oui, mais il est chef d'État. On ne le fait pas avec des missiles. C'est-à-dire, on ne tire pas sur des populations civiles. Point à la ligne, il n'y a aucune explication. Ça ne justifie rien. Qu'on soit américain, russe ou français d'ailleurs. Oui, oui. Parce que moi, je suis souverainiste et je le suis aussi pour les Ukrainiens. Et j'adore entendre les gens nous dire qu'il faut une Ukraine ukrainienne, qu'il nous faut une Ukraine avec un drapeau, avec un hymne, avec une monnaie, avec une identité. C'est formidable. C'est très exactement ce que je demande pour la France. C'est ce que je demande pour tous les pays aussi. Moi, j'étais d'accord pour que Poutine puisse avoir un projet de politique générale et globale. Vous faites superbement de la géostratégie. Il fait de la géostratégie. Nous n'en faisons plus. L'Iran en fait. La Turquie en fait. La Russie, la Chine en font. Les Erdogan en États-Unis fait. Pardon ? Erdogan. Et oui, la Turquie, oui. Et donc, nous n'en faisons plus. On se laisse faire, on se laisse balloter, on prend des avis à Bruxelles, Bruxelles prend des avis aux États-Unis, alors que finalement, il fallait vraiment faire de la politique. Le général de Gaulle, on faisait de la politique, et on fait de la politique avec des gens qu'on n'aime pas. On va pas juste voir les gentils et les bons démocrates, il n'y en a pas beaucoup sur la planète. Donc il y a eu un moment donné où Poutine a dit des choses. Cette guerre avec l'Ukraine, elle date depuis 6 ou 7 ans. Oui, elle a démarré. Le conflit a démarré il y a même une quinzaine d'années. Oui, et donc d'un seul coup, on dit la guerre a eu lieu. Non, elle continue autrement, et elle continue surtout sous les caméras, sous l'œil des caméras. Est-ce que quelque chose pourra se faire avec Poutine ? C'est ça la question aujourd'hui. Oui, mais pas avec la France. Je pense que Poutine et Zelensky seront obligés de négocier, et c'est tant mieux. Il faut la paix. C'est pas possible. Là, je vous interromps tout de suite parce que nous poursuivons avec la Russie, quoi qu'il en soit, de nombreux accords. Nous avons des projets nucléaires, par exemple, qui nécessitent des collaborations. Il y a d'ailleurs un segment nucléaire qui a été livré à Marseille il y a quelques semaines, donc on continue de collaborer avec la Russie, quoi qu'on en dise. Mais qui peut tordre le bras de Poutine ? Pas la France, sûrement pas Macron, sûrement pas Ursula von der Leyen. C'est éventuellement le président chinois qui peut tordre le bras, éventuellement. Qui a commencé d'ailleurs. Il a commencé. Et puis il y a un moment donné où quand lui dira ça va se terminer, et ben ça se terminera. C'est-à-dire, il y a un moment donné où et les États-Unis et l'Union et la Chine diront maintenant il va falloir arrêter tout ça, et à ce moment-là, Poutine obéira. Tom Benoît, philosophe, essayiste, je disais, directeur de la rédaction de Géostratégie, qui paraîtra le 8 février pour et le en premier attendant, numéro. Philoscopie sur TV5 Monde. Philoscopie, absolument. Le 11 décembre à 18h avec Michel Onfray et Jean Nouvel également. Et je remercie d'ailleurs Michel Onfray pour l'investissement qui a eu lieu pour le tournage de l'entretien de ce premier numéro de Philoscopie qui est consacré à l'architecture et à l'urbanisme. Donc nous avons mené un entretien durant plus d'une heure d'ailleurs, pas seulement sur l'architecture. Vous avez porté un point de vue très intéressant sur l'économie libérale, marxiste, sur votre réticence à l'idée d'excès de libéralisme. Merci Tom Benoît. Merci à vous. Très vite sur ce plateau. Dans un instant, Armel Le Goff qui dirige la rédaction de 20 minutes.